migrer progressivement de l'AHA à la pratique, et ça nous amène à l'un des éléments pratiques, finalement, c'est les internes dans nos services, et notamment les nouveaux docteurs juniors qui sont arrivés dans les services, notamment dans le mien. Et donc, merci Gérard d'avoir accepté notre invitation, notamment parce que il y a plein de questions qui se posent, et l'une des questions, c'est finalement comment se fait avant, les internes choisissaient, il y avait une liste de choix, et c'était assez clair, et là, ça s'est fait en amont. Comment se fait cet appariement? Alors, tout d'abord, dire qu'il y a beaucoup de questions, je n'ai pas toutes les réponses. Ensuite, dire que, avant de répondre à ta question, que docteur junior, le paradoxe réside déjà dans la dénomination. Ils sont à la fois docteurs, puisqu'en fin de 4e année, vous savez que l'internat de cardiologie est passé en 5 ans, en fin de 4e année, ils sont obligés, ils passent leur thèse, donc ils sont docteurs, ils sont inscrits à l'ordre, même s'ils ne sont pas au tableau de l'ordre des médecins, il y a un tableau spécial les concernant, donc ils sont docteurs, mais ils restent en formation. Donc, déjà tout un paradoxe. Alors la procédure de nomination, elle est assez complexe. C'est un appariement, c'est un matching entre qui souhaite donc apparier, faire coller les vœux de l'interne et ceux du chef de service ou ce qu'on appelle le responsable du stage. Et donc les internes, d'une part, émettent des vœux, classent les services dans lesquels ils souhaitent aller. De la même façon, le chef de service va classer les internes qui lui auront fait la demande. Et il y a une boîte noire, un algorithme qui a fait ses preuves ailleurs qu'en médecine et qui semble très efficace, puisque dans plus de 95% des cas, l'appariement est correct. C'est vrai qu'à Montfermeil, l'appariement était correct, c'est-à-dire entre le choix du chef de service et le choix de l'interne. Effectivement, il y a un modèle mathématique. On a eu un webinaire explicatif assez complexe et les choses se sont bien passées puisqu'il y a des candidats et puis de l'autre côté, nous, on va choisir quelqu'un et au mieux, on a un candidat qui va venir si on a un poste ouvert, dans le service. Il y a une dimension, effectivement, comme le suggérait Gérard, d'espèce de contrat, contrairement à ce qu'il y avait avant où l'interne choisissait, une dimension contractuelle, c'est-à-dire qu'on doit discuter avant et puis proposer un poste selon les objectifs professionnels de l'interne en lui disant, voilà, on vous propose de faire telle ou telle chose. On reviendra peut-être après sur ce qu'on a fait nous. Et je pense que Gérard a d'autres choses à dire sur la réforme en général. Alors, ces docteurs juniors, c'est la cardiologie interventionnelle, la rythmologie interventionnelle, l'imagerie. Et qu'est-ce qu'ils deviennent après cette première année? Alors en fait, oui, pour compléter, donc pour résumer, les internes ont 4 ans où ils font la première année une phase socle, puis ensuite 3 ans de phase d'approfondissement. Donc quand ils sont à la fin de la 4e année, tous doivent faire au moins une 5e année. La majorité va faire une 5e année sans option. Ils seront docteurs juniors avec les modalités dont on parle. Et puis une minorité va faire une des 2 options, la cardiologie interventionnelle coronaire ou la rythmologie. Pour ces 2 options, l'internat est prolongé et donc la phase de consolidation, la phase de docteur junior, durera 2 ans pour eux. Ce sera une 5e et une 6e année. Donc ça commence à faire long pour les internes. Il n'y a peut-être pas beaucoup de représentants des internes ici. Ça fait long, surtout pour ceux qui veulent faire un master. Les études sont longues, on le savait, mais elles se prolongent encore. En fait, en Europe, la durée de formation des cardiologues était de 5 ans et l'idée initiale était de faire comme eux. Et finalement, ces docteurs juniors, quand ils sont hors interventionnel, ils sont censés rester une année dans le même service? Oui, alors tout à fait, c'est un point important. La modalité de choix se fait tous les 6 mois, mais il est recommandé, et c'est sans doute bien pour les internes et bien pour les services, que les docteurs juniors restent 1 an dans le même service. Ça leur permet vraiment d'acquérir une autonomie. Le maître mot du statut de docteur junior, c'est autonomie supervisée. Et donc, effectivement, on conçoit qu'ils soient plus à l'aise le 2e semestre que le 1er, et donc c'est recommandé. Et en interventionnel, tu les voyais 2 ans dans le même service ou t'imaginais qu'ils changent? Non, surtout pas. Enfin, surtout pas. Ouais. Exagéré, mais globalement, 1 an dans le même service, c'est sans doute également profitable, mais la 2e année, et on peut tout à fait imaginer, et on verra comment les choses vont se dérouler, on peut tout à fait imaginer qu'il se passe 1 an en CHU et 1 an hors CHU.
On aimerait bien effectivement qu'ils puissent notamment aller dans les CH une année, et ce sera une des discussions qu'on aura probablement à l'avenir. Comment se fait l'intégration alors finalement, Olivier par exemple, quel témoignage tu peux apporter sur l'intégration d'un docteur junior? Moi je suis là effectivement en tant que témoin, je ne suis pas le coordonnateur des internes en cardiologie. C'est un début puisque ça fait un petit mois qu'ils sont là. Pour l'instant, on a une impression très, très positive des choses. On en a tous discuté avant sur la façon dont on allait l'intégrer, ce docteur junior, qui est un drôle de mot d'ailleurs. Je dis ça entre parenthèses parce que quand on dit aux infirmières, aux cadres, etc., on a un docteur junior, ils ne savent pas ce que c'est. Donc après, est-ce qu'ils doivent signer assistant, est-ce qu'ils doivent signer cardiologue? Ils ne sont pas tout à fait ni internes, ni assistants, ni tout à fait cardiologues. Ils ne sont pas encore le titre de cardiologue. En fait, nous, on a choisi une sorte d'option, parce qu'on a un médecin qui est hors option, qui n'est ni interventionnel coronaire, ni rythmologue, de lui faire une sorte de faisant fonction d'assistant, en adaptant son poste et en essayant effectivement, comme l'a dit Gérard, cette notion d'autonomie supervisée, d'adapter son poste au cours du temps, en faisant des points. Et puis, voilà, donc il a la consultation a un temps de consultation plus important qu'un assistant, enfin un petit peu moins de consultation, et puis progressivement, on verra comment les choses se font. En tout cas, l'impression initiale, elle est très favorable. On a essayé de s'adapter à ce mot singulier. Je dirais que c'est un mot singulier, docteur junior. Est-ce que vous vous attendiez à avoir plus de demandes en cardiologie interventionnelle, en rythmologie? Parce que finalement, tu me dis qu'il n'y en a pas beaucoup, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus. Oui, là, tu fais référence au nombre d'internes qui vont se former, d'une part à la cardiologie interventionnelle coronaire et d'autre part à la rythmologie. Alors, il faut savoir que ce sont des arrêtés ministériels qui fixent le nombre d'internes chaque année et par interrégion. Comment sont fixés ces chiffres? Là, c'est aussi une boîte noire, c'est sans doute un algorithme moins bien ficelé que le précédent et on ne sait pas. Donc, effectivement, cette année en Île-de-France, on avait plus de postes de cardiologue, d'options en cardiologie interventionnelle et en rythmologie que d'internes qui ont voulu faire cette spécialité. Ça a été un peu une surprise. Alors, l'une des raisons, c'est que certains se mettent en attente, ils essayent de voir ce que ça donne, ils se mettent en disponibilité, ils font un master. Et globalement, ce qu'il faut dire également, c'est que la mise en œuvre de cette réforme a généré beaucoup de stress dans la première promotion d'internes qui arrive maintenant au stade de docteur junior. Ils ne savaient pas à quelle sauce ils seraient mangés. Là, clairement, ils ont compris que ils ont finalement le choix, dans la mesure du possible, d'aller dans le service vers lequel ils souhaitent éventuellement rester, puisqu'il faut quand même rappeler que c'est un poste probablement et possiblement intermédiaire entre le statut d'interne et un éventuel poste d'assistant. Et donc finalement, les postes d'assistant perdurent, ou les postes de chef de clinique? Que deviennent les postes de chef de clinique et d'assistant? Théoriquement, il n'y a pas de lien. Les postes d'assistant et de chef de clinique devraient perdurer. Est-ce que c'est une des questions, c'est finalement tous ces la réforme est faite d'une telle manière que est-ce qu'on ne perd pas un peu de souplesse? Et qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu es aussi aux commissions qui permettent de valider l'exercice, notamment des médecins étrangers. Que deviennent les médecins qui n'ont pas fait cette option de cardiologie interventionnelle et qui 2 ans plus tard veulent faire de la coro et qui ont la facilité qu'on sent? Et est-ce qu'on peut devenir coronarographiste ou rythmologue 2 ans après avoir fini son internat si on est dans l'internat actuel? La réponse c'est oui. La règle est sans doute de s'inscrire, de faire l'option, mais les textes sont clairs et les doyens ne manquent pas de souligner que la réforme doit avoir la souplesse nécessaire pour qu'il y ait un genre de droit au remords. Et on peut tout à fait imaginer qu'en deuxième ressort, on puisse revenir vers une spécialité, vers une sous-spécialité. Un commentaire, Olivier? Oui, j'ai une question à poser à Gérard pour les gens qui sont décalés, parce que j'ai eu des informations un peu discordantes, des gens qui sont décalés de 6 mois, qui veulent absolument aller dans un service, puis le service a quand même pris un docteur junior qui est censé rester 1 an. Qu'est-ce qui se passe sur le 2e semestre? Il y a 2 docteurs juniors, et est-ce que ça supprime des postes? Ça aussi, c'était une question. Est-ce que ça supprime des postes de phase d'approfondissement? Comment les choses Il n'y a pas de règle tout à fait univoque. Théoriquement, les textes disent qu'on ne peut pas dépasser plus de 2 docteurs juniors par service. En fait, en Île-de-France, on a une richesse, un nombre important de services qui fait que très peu de services ont 2 docteurs juniors.
Donc c'est du cas par cas, il n'y a pas de réponse univoque. Et question qui n'a rien à voir avec les docteurs juniors, parce qu'on reçoit de plus en plus il y a les médecins qui passent le WC, qui viennent dans nos services. Comment vous validez leur exercice interventionnel dans les commissions? C'est-à-dire, en gros, ils vont valider un médecin qui a passé le WC 2020, donc il est censé faire 3 ans dans les services, avec cette réforme actuelle où il y a maintenant différentes catégories. Est-ce que quelqu'un qui a réussi à l'EVC, il est automatiquement validé à la fin de son EVC, ou il y a des commissions qui doivent valider ça? C'est très compliqué. En fait, il y a effectivement une commission nationale, c'est la commission de l'ordre des médecins. Donc là, ça dépasse largement mon rôle de coordonnateur. Les conseils de l'ordre ont pour mission de valider ou non. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ta vision de la ville, finalement, de cette pénurie médicale qui existe, de départ à la retraite, qu'est-ce que vous sentez, vous, en ville? Moi, je ne vais pas trop en parler parce que c'est quand même quelque chose qu'on anticipe depuis 30 ans. Donc, si tu veux, quand on gouvernait, c'est prévoir. Donc, 30 ans où on anticipe, depuis que je suis étudiant, on sait qu'il y aura une pénurie. On sait qu'il faut 10 ans pour corriger la pénurie. Il suffit de demander à Jean-Noël Trochu qui est à Nantes. Et donc, les infirmiers en pratique avancée ou les ISPIC, comme dirait Thibaut Damy qui a de l'humour. Donc, en fait, les ISPIC, il faut les former. C'est une très bonne idée de les avoir. Le problème, c'est, comme vous le savez, on a augmenté le nombre de places en école d'infirmiers et infirmières de 15 sur la Pitié. Donc 15 places en plus. Donc vous imaginez que par rapport aux demandes, on ne va pas résoudre tout de suite la pénurie. Donc moi, je n'ai pas de solution simple, mais je crois qu'il faut ouvrir largement à la fois les places dans les écoles d'infirmiers en formation et puis à l'internat et puis en première année de médecine. Parce que finalement... On refoule plein d'étudiants qui auraient du talent et qui auraient été leur première année de médecine, d'autant plus maintenant ils n'ont plus qu'une seule possibilité, ce qui a d'ailleurs permis aux boîtes à bac, entre guillemets, de se développer. Donc ça, j'avais anticipé aussi, je l'avais dit. Donc moi, je trouve pas que ce soit bien. Moi, j'étais primant, mais je trouve pas que ce soit bien qu'on leur laisse une seule chance de passer en deuxième année, parce que finalement, ils vont tous s'inscrire à des boîtes à bac, et donc ça crée je trouve des inégalités, et je trouve pas ça bien. Donc moi, j'aurais voulu 2 années de première année, sans faire tripler, quadrupler. Et par contre, il faut ouvrir largement parce qu'il y a plein d'étudiants de talent qui ne peuvent pas rentrer en deuxième année de médecine alors qu'on a une pénurie. Donc, et après, on fait rentrer des gens avec des équivalences qui sont bien aussi, mais pas tous. Donc il faut contrôler tout ça et avoir un régime unitaire de ce point de vue-là. Un commentaire, Gérard? Oui, tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Beaucoup de gens pensent que tu dis, mais les choses n'évoluent pas. Juste pour être factuel, on aurait envie que la démographie cardiologique augmente. Or, depuis 5 ans, elle a mathématiquement diminué, puisque le nombre d'internes global en France a été diminué, parce que maintenant, comme vous le savez, le DES de médecine cardiovasculaire, notre DES, est un co-DES avec celui de médecine vasculaire. Cela partait évidemment d'un bon sentiment, puisqu'il fallait développer la médecine vasculaire, mais ça a été fait à effectif constant. Et donc le nombre de médecins vasculaires et le nombre de médecins cardiologues formés est le même que celui des cardiologues formés il y a plus de 5 ans. Donc c'est un vrai problème. Alors qu'on sait que la cardiologie, c'est quand même la spécialité la plus importante. Non, mais on a du mal à comprendre l'absence de réaction, parce que tout le monde sait qu'il y a un désert. Et le numerus clausus, on peut peut-être l'augmenter, mais il y a un décalage de 10 ans. De 10 ans, les cardiologues, je veux dire, ce sera assez simple d'augmenter le nombre de cardiologues formés. On sait bien que ça ne va pas répondre aux besoins du territoire français. Mais il faut peut-être de Paris intramuros, mais même nous, dans le 93 un peu lointain, ça devient compliqué. Mais tu es d'accord, Olivier, que ça fait 30 ans qu'on pouvait anticiper. Enfin, je suis pas... Franchement, ça fait 30 ans qu'on en parle. Et il faudra 30 ans pour réparer. Voilà. Bon, je vous laisse sur ces réflexions. C'est vrai qu'il y a de quoi faire pour avancer. Je peux donner une dernière phrase qui m'a bien plu, que j'ai entendue il n'y a pas longtemps par un collègue, sur les recommandations, parce que vous en parlez beaucoup d'études, beaucoup de recommandations. Et il y a une phrase que j'ai bien aimée, qui est d'un Brésilien, qui dit « Les recommandations doivent protéger les patients des non-experts. Les experts doivent protéger les patients des recommandations. » Donc, je vous laisse réfléchir à ça, mais j'aime bien. C'est un excellent mot de la fin. Merci à mes invités. Merci à tous d'avoir assisté en présentiel et en digital à ce premier journal télévisé du CNCH. Il y en aura 2 autres, un cet après-midi et un demain. Bon congrès à tous et à très bientôt. Bye bye.